Mes sœurs ont reçu 92 000 en immobilier. Moi, le cahier de recettes de mamie, ce qu'il y avait. Page 47, c'était la phrase qui tournait en boucle dans ma tête. J'étais assis dans le bureau du notaire, un homme nommé Maître Roland, qui me regardait avec une pitié évidente. Mes sœurs, Chloé et Élise, essayaient de cacher leur sourire satisfait. Elles venaient d'hériter de l'empire immobilier de notre grand-mère Henriette, des appartements à Paris, des villas sur la Côte d'Azur. Et moi, Adrien, le petit-fils qui passait tous ses week-ends avec elle à cuisiner, je recevais son vieux carnet, les pages jaunies et tachées de sauce. L'humiliation était totale. Elles m'ont tapoté l'épaule en sortant, me disant que c'était un souvenir sentimental. Mes sœurs héritent de l'empire immobilier, moi, un vieux cahier de recettes. Mais à la page 47, une banque à Monaco et un secret sucré. Ce que j'ai découvert a tout changé. Abonnez-vous et laissez votre like pour savoir où ce trésor m'a mené. Je suis rentré chez moi, le cœur lourd. J'ai jeté le cahier sur la table de la cuisine, un objet qui symbolisait à quel point j'étais invisible pour ma propre famille. Pendant des heures, je suis resté là à fixer le mur. Puis la curiosité a pris le dessus. Pourquoi mamie aurait-elle fait ça? Notre lien était si fort. Je me suis souvenu de ces derniers mots. Le plus important n'est pas ce qui se voit, mon chéri, mais ce qui nourrit l'âme. J'ai pris le carnet. L'odeur de vanille et de beurre flottait encore entre les pages. Je l'ai ouvert, sans vraiment chercher quelque chose, jusqu'à ce que ma propre phrase me revienne en tête. La page 47. Contrairement aux autres pages, celle-ci n'avait pas de recette. C'était une simple note, écrite de sa main tremblante. « Mon cher Adrien, si tu lis ceci, c'est que les autres n'ont vu que la pierre et le béton. Toi, tu as toujours su où était la vraie richesse, dans les choses simples. Notre vrai trésor n'est pas en France. Il est gardé au chaud, à l'abri des regards avides. En dessous, il y avait le nom d'une banque à Monaco, un numéro de compte à 10 chiffres et une dernière phrase. Le mot de passe est le nom de notre secret sucré, celui que tu demandais toujours après l'école. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Le secret sucré, le gâteau au yaourt qu'on faisait ensemble, qu'on appelait le trésor d'Henriette. Les mains tremblantes, j'ai cherché le numéro de la banque sur Internet. J'ai appelé, ma voix était à peine un murmure. J'ai donné le numéro de compte. La conseillère au téléphone, une certaine Madame Fabienne, est devenue très formelle. Pour des raisons de sécurité, pouvez-vous me donner la phrase secrète associée à ce compte, monsieur? J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit « Le trésor d'Henriette ». Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. J'ai cru que c'était une mauvaise blague. Une dernière folie de ma grand-mère. Je me sentais ridicule. Puis la voix de la femme est revenue, changée, pleine de respect. « Merci pour la confirmation, monsieur. Je vous confirme que vous êtes bien le seul bénéficiaire du compte. Le solde actuel est de 112 millions d'euros. » Le téléphone a failli me glisser des mains. 112 millions. 20 millions de plus que mes sœurs. Mamie Henriette n'avait pas été injuste. Elle avait été intelligente. Elle avait donné à mes sœurs ce qu'elles aimaient, la façade, le paraître. Et à moi, elle m'avait donné la vraie fortune, cachée derrière un simple gâteau au yaourt. Quelques semaines plus tard, j'étais assis à la terrasse d'un café. J'ai regardé le solde de mon compte sur mon téléphone. Le chiffre me paraissait encore irréel. Mes sœurs ne savaient rien, et elles ne le sauraient pas. Je n'avais aucune envie de vengeance. Ma grand-mère m'avait offert bien plus que de l'argent. Elle m'avait offert une dernière leçon, un dernier secret partagé. J'ai bu mon café en souriant. Ma première dépense n'allait pas être une voiture de sport ou une montre de luxe. J'allais acheter une petite boulangerie et la nommer le trésor d'Henriette. C'était la seule chose qui avait du sens. 3 mois plus tard, l'odeur du beurre et du sucre était devenue la bande-son de ma nouvelle vie. Ma petite boulangerie, le trésor d'Henriette, avait ouvert ses portes dans une rue tranquille. Je n'avais rien fait d'extravagant. C'était un lieu simple, chaleureux, avec des murs blancs et des meubles en bois clair. Chaque matin, je préparais les recettes du cahier de mamie, et les gens du quartier commençaient à affluer, attirés par l'odeur de la nostalgie. Je n'avais jamais été aussi heureux, ni aussi fatigué. L'argent dormait à la banque, presque oublié. Le vrai trésor, c'était de voir le sourire des clients en goûtant un financier qui avait le même goût que ceux de mon enfance. Mes sœurs, Chloé et Élise, sont venues un samedi après-midi. Elles n'avaient pas prévenu.
Elles sont entrées avec un air de pitié amusé, comme si elles visitaient le projet scolaire d'un enfant. Chloé était accompagnée de son mari, Paul, un homme qui évaluait tout en termes de rentabilité. « C'est mignon, Adrien », a dit Élise en regardant mes modestes étagères. « Tu t'amuses bien avec ton petit commerce ?» Paul, lui, a tapoté le comptoir. « C'est courageux de se lancer là-dedans sans un sou. J'espère que tu arrives à payer le loyer. » Leurs mots étaient comme des petites piques, destinées à me rappeler ma place. Le petit-fils sentimental qui avait reçu des miettes. Pendant des semaines, j'avais encaissé leur condescendance au téléphone. Mais là, dans mon havre de paix, la coupe était pleine. J'ai essuyé mes mains sur mon tablier et je les ai regardés un par un. Mon cœur ne battait même pas vite. C'était un calme étrange, une certitude. « Le loyer est payé, Paul. En fait, j'ai acheté l'immeuble, » ai-je répondu tranquillement. Un silence s'est installé. Chloé a éclaté d'un rire nerveux. « Arrête tes bêtises, Adrien. Tu n'as pas les moyens. » C'est à ce moment-là que j'ai su que c'était terminé. Je ne pouvais plus jouer leur jeu. Mamie ne m'a pas laissé que le cahier, ai-je dit doucement. Elle m'a aussi laissé le contenu de son coffre à Monaco. Les trois visages en face de moi se sont décomposés. La pitié a disparu, remplacée par une incrédulité totale, puis par une lueur de calcul dans leurs yeux. « Quoi? Quel coffre ?» a sifflé Chloé. Élise s'est approchée. « Combien, Adrien? Tu dois nous le dire. C'est l'argent de la famille. » J'ai secoué la tête. « Non, c'était son argent et elle a été très claire. Elle vous a donné les immeubles, les choses qui se voient, parce qu'elle savait que c'est tout ce qui vous intéressait. » La colère a éclaté sur le visage de Paul. « C'est un vol. On va appeler Maître Roland. » J'ai souri tristement. « Faites donc, il est au courant. Mamie a tout organisé. Elle disait que la vraie richesse, c'est ce qui nourrit l'âme. Vous n'avez jamais compris ça. » Je leur ai montré la porte d'un geste de la main. « Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai des clients qui attendent. » Ils sont partis sans un mot de plus, me laissant dans le silence de ma boulangerie. Ce jour-là, j'ai perdu mes sœurs, mais j'ai gagné ma liberté. Et en sortant un gâteau au yaourt du four, je savais que j'avais fait le bon choix. J'étais enfin riche, vraiment riche. Le silence qui a suivi leur départ était lourd, presque étouffant, contrastant violemment avec l'odeur sucrée des croissants qui sortaient du four. Je suis resté immobile derrière mon comptoir, les mains encore couvertes de farine, regardant la porte par laquelle ma famille venait de disparaître de ma vie. Il n'y avait pas de tristesse écrasante, juste un vide étrange, la certitude qu'un chapitre venait de se fermer pour de bon. J'avais toujours espéré qu'un jour, elle verrait au-delà des apparences, qu'elle me verrait, moi. Mais aujourd'hui, j'avais compris que c'était impossible. Leurs yeux ne cherchèrent que des chiffres sur un compte en banque, la valeur d'un mur, la surface d'un terrain. Mon petit monde fait de beurre et de souvenirs leur était totalement invisible. À peine une heure plus tard, mon téléphone a vibré sur le comptoir. C'était un numéro que je connaissais bien. Maître Roland. J'ai hésité, puis j'ai décroché, m'attendant au pire. Sa voix était calme, comme toujours. « Adrien, je vous appelle pour vous prévenir. Je viens d'avoir une conversation animée avec vos sœurs et votre beau-frère. J'ai senti un nœud se former dans mon estomac. Ils sont furieux, a-t-il continué. Ils parlent de contester le testament, de dire que votre grand-mère n'avait plus toute sa tête. Je les ai prévenus que c'était une cause perdue. Henriette a fait vérifier sa santé mentale par 3 médecins différents avant de signer. Tout est en béton armé. Elle voulait vous protéger. » En raccrochant, un poids s'est enlevé de mes épaules. La validation du notaire rendait tout plus réel. Mamie avait tout prévu. Elle savait à quel point elle pouvait être cupide, et elle m'avait construit une forteresse de papiers légaux. Je me suis surpris à sourire. J'ai regardé autour de moi, dans ma petite boulangerie. C'était ça, ma forteresse. Les murs que j'avais achetés, la chaleur du four, les clients qui commençaient à revenir pour le goûter. Mon héritage n'était pas une somme sur un compte, c'était cette liberté, cette paix que je ressentais pour la première fois. La liberté de ne plus chercher leur approbation. C'est à ce moment que Léa, ma jeune apprentie, est sortie de l'arrière-boutique, les joues roses à cause de la chaleur. « Tout va bien, patron ?» a-t-elle demandé d'une voix douce en voyant mon air pensif. Elle avait à peine 20 ans et une passion pour la pâtisserie qui me rappelait la mienne à son âge. « Oui, tout va bien, Léa. Juste une discussion de famille un peu compliquée. »
Elle a hoché la tête sans insister et a commencé à ranger les pains au chocolat avec une application qui m'a touché. Avoir quelqu'un comme elle à mes côtés, quelqu'un de simple et de sincère, valait plus que tous les immeubles de la Côte d'Azur. Puis, mon téléphone a vibré de nouveau. Pas un appel cette fois, mais un message. C'était Chloé. Les mots étaient courts, froids et tranchants comme du verre brisé. Tu as peut-être gagné l'argent, mais tu as perdu ta famille. J'espère que tu t'étoufferas avec tes millions. Pour nous, tu es mort. Le message ne m'a pas fait mal comme je l'aurais cru. C'était juste une confirmation. Il n'avait rien compris. Alors que je rangeais le téléphone, je savais que ce n'était pas la fin. Il n'allait pas abandonner si facilement. La guerre juridique était peut-être terminée avant d'avoir commencé, mais la guerre personnelle, elle, ne faisait que débuter. Les jours suivants, j'ai essayé d'effacer le message de Chloé de ma tête. Je me suis plongé dans le travail, arrivant à la boulangerie avant l'aube et repartant bien après le coucher du soleil. Le rythme était épuisant, mais c'était un bon épuisement. Chaque pain que je pétrissais, chaque gâteau que je sortais du four, était une petite victoire contre leur méchanceté. La boulangerie devenait mon sanctuaire. Les clients réguliers commençaient à m'appeler par mon prénom. Léa apprenait vite. Son rire remplissait souvent la cuisine. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression de construire quelque chose qui m'appartenait vraiment, une vie simple et honnête, loin des calculs et de la froideur de ma famille. Puis, une semaine après leur visite, le monde extérieur a de nouveau frappé à ma porte. C'est une de mes clientes préférées, une dame âgée nommée Geneviève, qui venait chaque matin chercher sa baguette, qui m'a alerté. Ce jour-là, elle avait l'air gênée. Elle a attendu que les autres clients partent, puis s'est approchée du comptoir à pas lents. « Adrien, mon garçon », a-t-elle commencé d'une voix basse, « il y a des bruits qui courent dans le quartier, des vilaines choses. » Je l'ai regardée, le cœur soudain lourd. « Quel bruit, Geneviève ?» Elle a hésité, tordant les anses de son sac. « Des gens disent que vous avez profité de la faiblesse de votre grand-mère, que cet argent n'est pas tout à fait propre. » Le coup a été plus violent qu'une gifle. C'était leur signature. Paul et mes sœurs. Ils ne pouvaient pas m'attaquer légalement. Alors ils essayèrent de salir la seule chose qui comptait pour moi, l'héritage sentimental de mamie, transformé en ce lieu de partage. Ils empoisonnaient le puits. Je me suis senti nauséeux. J'ai remercié Geneviève pour sa franchise, ma voix à peine audible. Elle m'a tapoté la main. Je n'en crois pas un mot, vous savez. On voit bien quel genre d'homme vous êtes. Mais ces paroles de réconfort ne suffisaient pas à calmer la tempête qui venait de se lever en moi. La guerre n'était plus personnelle, elle était devenue publique. Quand Léa est revenue de sa pause, elle a tout de suite vu que quelque chose n'allait pas. « Patron, vous êtes tout pâle. » Je lui ai raconté, les mots sortant avec difficulté. Elle a froncé les sourcils, une lueur de colère dans ses yeux. « Ce sont des monstres, a-t-elle lâché. On ne peut pas les laisser faire ça. Ils veulent détruire tout ce que vous avez construit. » Elle avait raison, rester silencieux, c'était les laisser gagner. Mais que pouvais-je faire? Publier mes relevés de compte sur la vitrine? Raconter mon histoire à chaque client? Je me sentais pris au piège. Ce soir-là, en fermant la boulangerie, j'ai regardé le nom peint sur la devanture, le trésor d'Henriette. Ils n'attaquaient pas seulement moi, ils attaquaient sa mémoire. La tristesse s'est transformée en une colère froide et déterminée. Mamie Henriette ne m'avait pas laissé cet argent pour que je me cache. Elle m'avait donné les moyens de me défendre, de protéger son nom et tout ce qu'elle m'avait appris. Je ne savais pas encore comment, mais j'allais me battre. Et cette fois, je n'allais pas le faire avec de la farine et du sucre, mais avec les mêmes armes qu'eux. Le jeu venait de changer. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Les mots de Geneviève et le message de ma sœur tournaient en boucle dans ma tête. Ils n'essayaient pas seulement de me faire du mal, ils voulaient salir le nom de mamie. Ils prenaient son plus beau cadeau, cet héritage de tendresse et de saveur, et le traînaient dans la boue. Au petit matin, en regardant le soleil se lever sur la rue encore endormie, ma décision était prise. La passivité était une insulte à sa mémoire. Mamie Henriette avait été une femme discrète, mais incroyablement forte. Elle ne se serait jamais laissée faire. Et moi non plus. Je savais que je ne pouvais pas mener cette bataille tout seul. Pétrir le pain et gérer une cuisine, c'était mon domaine. La guerre des mots, les coups bas dans l'ombre, c'était le leur. J'avais besoin de quelqu'un qui parlait leur langue. J'ai pris mon téléphone et, le cœur battant, j'ai appelé la seule personne de confiance que je connaissais dans ce monde de lois et de contrats, Maître Roland.
Je lui ai tout expliqué, les rumeurs, les clients qui me regardèrent bizarrement, la sensation d'être jugé dans mon propre quartier. Il m'a écouté sans m'interrompre, avec son calme habituel. « Adrien, a-t-il dit quand j'ai eu fini, votre grand-mère vous a donné les moyens de vous défendre. Il est temps de les utiliser. J'ai quelqu'un pour vous. » 1 heure plus tard, j'étais dans un bureau sobre et moderne, bien loin de l'ambiance feutrée du cabinet de Maître Roland. L'homme en face de moi s'appelait Maître Stéphane. Il était plus jeune que je ne l'imaginais, la quarantaine, avec un regard vif et direct qui semblait voir à travers moi. Il n'avait pas l'air d'un avocat qui perd son temps. Je lui ai raconté toute l'histoire, depuis la lecture du testament jusqu'au murmure dans les rues. Il a pris des notes, posant des questions précises et pointues. « Leur but est simple », a-t-il conclu en posant son stylo. « Ils ne peuvent pas avoir l'argent. Alors ils veulent détruire ce que l'argent vous a permis de construire, votre paix, votre réputation. » Le notaire et mes sœurs me regardaient avec pitié, pensant que j'étais le perdant. « Qu'auriez-vous fait à ma place? Commentez votre avis et partagez cette histoire. »« Que puis-je faire ?» ai-je demandé, ma voix sonnant faible à mes propres oreilles. « On peut les attaquer en justice pour diffamation, » a-t-il expliqué. « Ce sera long, coûteux et très public. Chaque accusation, chaque détail de votre vie de famille sera étalé sur la place publique. C'est exactement ce qu'ils veulent, un spectacle. » Il a fait une pause, me jaugeant. Ou alors, on peut être plus intelligent. On ne répond pas à la boue par la boue, on répond par la lumière. Je ne comprenais pas bien. Comment ça? Stéphane s'est penché en avant, un léger sourire aux lèvres. Votre histoire est puissante, Adrien. L'histoire du petit-fils déshérité qui reçoit le seul vrai trésor de sa grand-mère. C'est une histoire qui touche les gens. Vos sœurs vous attaquent sur le terrain de la cupidité. On va leur répondre sur le terrain de l'amour et de l'héritage. On ne va pas dire au quartier qu'ils sont des menteurs. On va raconter à toute la France qui était vraiment Henriette et qui vous êtes, vous. L'idée était audacieuse, presque effrayante. M'exposer ainsi, mais en y pensant, j'ai compris. C'était la seule façon de protéger son nom. Je l'ai regardé et j'ai hoché la tête. D'accord, faisons ça. La guerre venait de prendre un tout autre tournant. Le plan de Maître Stéphane était simple, mais il me faisait peur. M'exposer, raconter mon histoire. C'était tout le contraire de ce que j'avais fait toute ma vie. Pourtant, en regardant le nom de ma grand-mère sur la vitrine, je savais que je n'avais pas le choix. Quelques jours plus tard, une femme élégante, la cinquantaine, est entrée dans la boulangerie. Elle s'est présentée comme Florence, une journaliste pour un grand magazine national. Stéphane avait bien fait les choses. Elle avait un sourire doux qui m'a tout de suite mis un peu plus à l'aise. Elle n'a pas sorti de carnet de notes tout de suite. D'abord, elle a acheté un croissant, l'a mangé lentement en regardant autour d'elle, s'imprégnant de l'atmosphère. « Ça sent comme chez ma grand-mère », a-t-elle dit. C'est là que j'ai su que j'avais bien fait de lui faire confiance. Nous nous sommes assis à une petite table au fond. J'avais apporté le cahier de recettes de mamie. Pendant plus de 2 heures, je lui ai tout raconté. Pas l'histoire de l'argent, pas vraiment. Je lui ai parlé des mercredis après-midi, de l'odeur du gâteau au yaourt dans la cuisine, des secrets qu'on se racontait en pétrissant la pâte. Je lui ai parlé de la solitude que je ressentais, même au milieu de ma propre famille, et de comment mamie Henriette était mon seul refuge. Je lui ai montré la page 47, pas pour le numéro de compte, mais pour les mots qu'elle m'avait laissés. Florence n'a presque rien écrit. Elle a écouté, les yeux parfois brillants. « Votre grand-mère vous a laissé bien plus que de l'argent, Adrien, » a-t-elle murmuré en partant. « Elle vous a laissé une histoire, et c'est la plus belle des richesses. » L'article est sorti 10 jours plus tard. Il s'étalait sur 4 pages, avec de magnifiques photos de la boulangerie et du cahier jauni. Le titre était « Le trésor d'Henriette. L'héritage n'est pas toujours celui qu'on croit ». L'article ne mentionnait mes sœurs que de manière très vague, parlant de la famille qui avait choisi la pierre, tandis qu'Adrien avait choisi le cœur. Florence avait transformé mon histoire en un conte moderne sur l'amour. La mémoire est ce qui compte vraiment dans la vie. C'était respectueux, touchant et 1000 fois plus puissant que n'importe quelle attaque en justice. Je me suis senti incroyablement fier. Fier de moi, mais surtout fier de mamie. Son histoire était enfin racontée. Les effets ont été immédiats. Le quartier, qui avait été refroidi par les rumeurs, m'a de nouveau ouvert les bras. Les gens venaient, non seulement pour le pain, mais pour me serrer la main,
me dire que mon histoire les avait émus. Geneviève est venue avec un bouquet de fleurs, les larmes aux yeux. Léa découpait l'article pour l'encadrer dans l'arrière-boutique. La boulangerie était pleine du matin au soir. Ce n'était plus seulement mon projet, c'était devenu un symbole pour tout le quartier. Le symbole que les choses simples et vraies pouvaient encore gagner. Je me sentais léger, comme si j'avais enfin nettoyé la saleté que mes sœurs avaient jetée sur le nom d'Henriette. Mais je savais que cette paix ne durerait pas. Le soir même, mon téléphone a sonné. C'était Paul. Sa voix n'était plus méprisante. Elle était glaciale, pleine d'une rage contenue. « Tu te prends pour qui? Tu nous as humiliés devant toute la France. Tu crois que c'est fini ?» Je suis resté silencieux. « Ce n'est que le début, Adrien, » a-t-il sifflé. « Tu as choisi de jouer sur la place publique? Très bien. Mais tu oublies une chose. Dans une bataille publique, tout le monde finit couvert de boue. Et nous, on a beaucoup plus de boue à jeter que toi. » Il a raccroché. Le froid de sa voix a chassé la chaleur de la journée. J'avais gagné une bataille, mais il venait de me déclarer une guerre totale. Une guerre où tous les coups seraient permis. La chaleur de la journée s'était envolée, remplacée par le froid glacial laissé par les paroles de Paul. Je suis resté longtemps assis dans le silence de la boulangerie, l'odeur du pain refroidi me semblant soudain triste. J'avais gagné une bataille médiatique, mais il venait de me rappeler que la vraie guerre se jouait dans l'ombre, là où les caméras et les journalistes ne vont pas. Je m'attendais à tout, une autre campagne de rumeurs, des lettres anonymes, peut-être même du vandalisme. Mais ce qu'ils ont fait était bien plus intelligent, bien plus destructeur. 2 jours plus tard, alors que la boulangerie était pleine de clients matinaux, une lettre recommandée est arrivée. Mon cœur s'est serré en voyant l'entête officielle. C'était une notification des services fiscaux. Un contrôle fiscal approfondi sur l'origine des fonds ayant servi à créer mon entreprise. C'était leur coup, classique et vicieux. Ils ne pouvaient pas prouver que l'argent était sale. Alors ils allaient forcer l'État à le faire pour eux, me noyant sous la paperasse et le soupçon. Mon premier réflexe a été la panique. Mes mains tremblaient en tenant le papier. Tous les regards des clients semblaient soudain peser sur moi. J'ai respiré un grand coup et j'ai appelé Maître Stéphane. Sa voix était calme, comme toujours. « Ne vous inquiétez pas, Adrien, c'est exactement ce qu'ils veulent. Vous paralyser. Nous avons tous les documents, tout est en règle. Coopérez pleinement. Ne leur donnez rien à quoi s'accrocher. » Ces paroles m'ont un peu rassuré, mais la peur restait là, comme une boule froide dans mon estomac. La semaine suivante, 2 inspecteurs sont venus. L'un d'eux, un homme d'une 50aine d'années nommé Didier, avait un regard qui ne laissait rien passer. Pendant 3 jours, ils ont transformé mon petit bureau en salle d'interrogatoire. Ils ont épluché chaque facture, chaque ticket de caisse, chaque relevé de la banque monégasque. Ils ont interrogé Léa, qui a défendu mon honneur avec une loyauté féroce. Je voyais les clients hésiter à entrer, jetant des regards curieux à travers la vitrine. L'ambiance joyeuse de la boulangerie avait été remplacée par une tension pesante. C'était ça, la boue dont parlait Paul. Elle ne salissait pas seulement mon nom, elle asphyxiait mon rêve, mon hommage à mamie. Je sentais la colère monter, une colère pure et froide qui chassait la peur. Il n'allait pas gagner. Le 3e jour, après 8 heures d'un silence seulement brisé par le bruit des papiers, Didier a rangé ses affaires. Il m'a regardé, son visage toujours sans expression. Tous les documents fournis correspondent. L'origine des fonds est claire et légale. Le contrôle est terminé. Il n'a pas ajouté un mot, pas même un « désolé pour le dérangement ». En les regardant partir, j'ai compris. Ils n'avaient rien trouvé, mais ils avaient réussi quelque chose. Ils avaient amené la guerre à l'intérieur de mon sanctuaire. Ils m'avaient montré qu'ils pouvaient perturber ma vie, empoisonner mon quotidien quand ils le voulaient. Je suis resté debout, au milieu des piles de dossiers. La défense ne suffisait plus. Il était temps d'arrêter de subir et de commencer à se battre. Vraiment. Le soir même, une fois la boulangerie fermée et silencieuse, j'ai rappelé Maître Stéphane. Je n'ai pas tourné autour du pot. Ils ont envoyé le fisc. Ils n'ont rien trouvé, mais ils ont réussi à salir l'ambiance, à faire peur aux clients. Je ne peux pas continuer à juste attendre le prochain coup. Je veux me battre. Un silence a suivi à l'autre bout du fil, puis sa voix, plus sérieuse que d'habitude, a répondu « Je comprends, Adrien. La meilleure défense, c'est parfois l'attaque. Mais attaquer sur leur terrain, celui des affaires, demande des munitions.
Nous ne savons rien de leurs activités et de leurs faiblesses. Il avait raison. Je ne connaissais que le Paul méprisant, le mari de ma sœur, pas l'homme d'affaires. Je ne savais rien de leur empire immobilier, à part qu'il valait des millions. Votre grand-mère, a continué Stéphane comme s'il lisait dans mes pensées, elle devait bien avoir des gens de confiance à ses débuts, avant que votre famille ne prenne le contrôle. Des associés, des conseillers, des gens qu'ils ont peut-être mis de côté. Cette idée a fait son chemin dans mon esprit. Mamie parlait peu de ses affaires, mais parfois un nom revenait dans ses souvenirs. Un homme qu'elle décrivait comme droit comme un chêne. Armand. Elle disait qu'il avait été son premier partenaire, mais qu'il était parti quand Paul avait commencé à trop s'impliquer. Le lendemain, j'ai passé la matinée dans les vieux papiers de mamie, ceux qu'elle gardait dans une boîte à chaussures. Au milieu de vieilles factures et de photos jaunies, j'ai trouvé un carnet d'adresses. Et là, sous la lettre A, il y avait son nom, Armand Gilbert, avec un numéro de téléphone. Le cœur battant, j'ai composé le numéro, ne sachant même pas s'il était encore valide. Une voix d'homme âgé, un peu fatigué, a répondu. Je me suis présenté un peu maladroitement. Je suis le petit-fils d'Henriette. Il y a eu un long silence. Henriette, a-t-il répété, et sa voix s'est un peu réchauffée. Elle me manque tous les jours. Qu'est-ce que je peux faire pour son petit-fils? Nous nous sommes retrouvés dans un petit café discret l'après-midi même. Armand était un homme élégant, aux cheveux blancs et au regard franc. Je lui ai tout raconté, sans rien cacher. Le testament, le cahier de recettes, la fortune à Monaco, l'article de journal et les attaques de Paul. Il m'a écouté sans dire un mot, en hochant la tête de temps en temps. Quand j'ai eu fini, il a soupiré. Je ne suis pas surpris. Paul a toujours eu les dents longues. Il a écarté tous ceux qui, comme moi, rappelaient à votre grand-mère les valeurs simples de ses débuts. Il voulait le pouvoir, rien d'autre. Il a bu une gorgée de son café, puis m'a regardé droit dans les yeux. Henriette n'était pas naïve. Elle savait à qui elle avait affaire. Elle a toujours gardé une copie de chaque document important, de chaque contrat douteux que Paul lui faisait signer. Mon cœur s'est accéléré. « Où sont ces documents ?» ai-je demandé. Armand a eu un mince sourire. Pas dans un coffre de banque, ce serait trop évident. Elle les a confiés à la seule personne en qui elle avait une confiance aveugle, au cas où quelque chose arriverait. Il a fait une pause, laissant le suspense s'installer. Elle les a confiés à son notaire. Maître Roland. Maître Roland. Le nom a résonné dans le silence du café comme un coup de tonnerre. Je suis resté sans voix, le regard fixé sur Armand. Le notaire? L'homme qui m'avait regardé avec une pitié si évidente, comme si j'étais un pauvre garçon naïf recevant une babiole? C'était impossible. Pourtant, le regard d'Armand ne laissait aucune place au doute. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Toute l'histoire, depuis le début, avait été une mise en scène orchestrée par ma grand-mère. Elle ne m'avait pas seulement laissé de l'argent, elle m'avait laissé un plan de bataille complet. J'ai remercié Armand. Ma voix à peine un murmure. En sortant du café, l'air frais m'a fait du bien. Je n'ai pas attendu. J'ai sorti mon téléphone et composé le numéro du bureau de Maître Roland. Une secrétaire a répondu d'une voix professionnelle. « Je voudrais un rendez-vous avec Maître Roland, s'il vous plaît. C'est Adrien, le petit-fils d'Henriette. » Elle m'a mis en attente. Chaque seconde semblait durer 1 heure. Puis, la voix du notaire lui-même, calme et posée, a retenti. « Adrien, je vous attendais. » Cette simple phrase a tout confirmé. Il m'a donné rendez-vous pour le lendemain matin. Quand je suis entré dans son bureau, l'endroit me semblait complètement différent. La pitié que j'avais cru voir dans ses yeux la première fois n'était pas là. À la place, il y avait une sorte de respect et peut-être un peu de tristesse. Il n'a pas perdu de temps. « Votre grand-mère était une femme exceptionnelle », a-t-il commencé. Elle voyait clair dans le jeu de tout le monde, surtout celui de Paul. Elle savait qu'il essaierait de tout prendre et de salir sa mémoire pour y arriver. Il s'est levé et s'est dirigé vers un grand coffre-fort mural caché derrière un tableau. Il a tourné une combinaison, a ouvert la lourde porte en métal et en a sorti une grande enveloppe en cuir scellée à la cire. Elle m'a laissé des instructions très précises, a-t-il continué, en posant l'enveloppe sur le bureau entre nous. Je ne devais vous donner ceci que si 2 conditions étaient remplies. D'abord, vous deviez prouver que vous aviez compris son véritable héritage, celui du cœur. L'article de Florence a été cette preuve. Ensuite, Paul devait vous attaquer ouvertement. Le contrôle fiscal était la 2e condition. Il a poussé l'enveloppe vers moi.
Henriette disait que se défendre ne suffisait pas. Parfois, pour protéger ce qu'on aime, il faut montrer qu'on a les moyens de détruire l'adversaire. Le cœur battant, j'ai brisé le seau. À l'intérieur, il n'y avait pas de lettres sentimentales. Il y avait des photocopies de relevés bancaires, de comptes offshore, des contrats avec des clauses cachées, des notes manuscrites détaillant des accords frauduleux passés par Paul au nom de la société familiale. C'était un dossier complet, une bombe atomique qui pouvait non seulement détruire la réputation de Paul, mais aussi l'envoyer en prison pour des années. C'était la boue dont il avait parlé, mais elle était bien plus sale que tout ce que j'aurais pu imaginer. Je tenais entre mes mains la ruine de mes sœurs et de son mari, et maintenant, je devais décider quoi en faire. Je suis sorti du bureau de Maître Roland, l'enveloppe en cuir sous mon bras. Elle était lourde, pas à cause du papier, mais à cause de la décision qu'elle contenait. Je n'ai pas hésité. J'ai appelé Stéphane, et je lui ai tout expliqué. « Vous avez une arme nucléaire entre les mains, Adrien, » m'a-t-il dit, sa voix grave. « La question est de savoir si vous voulez juste gagner la guerre ou raser la ville entière. » Je lui ai répondu que je voulais seulement la paix. Je voulais qu'il me laisse tranquille, qu'il laisse le souvenir de mamie en paix. Nous avons convenu d'une stratégie. Leur donner une dernière chance, une seule. Le lendemain, je les ai convoqués dans le bureau de Stéphane. Mes deux sœurs et Paul sont arrivés, l'air arrogant, sûrement persuadés que j'allais me plaindre du contrôle fiscal. Paul s'est assis en face de moi, un sourire moqueur aux lèvres. « Alors, Adrien, tu as besoin d'un petit prêt pour payer tes impôts ?» a-t-il demandé. Sans un mot, j'ai posé l'enveloppe en cuir sur la table et je l'ai fait glisser vers lui. Il l'a ouverte, curieux. Son sourire a disparu au fur et à mesure qu'il parcourait les premières pages. Son visage est devenu blanc. Mes sœurs, ne comprenant pas, se sont penchées pour regarder. J'ai vu la panique dans leurs yeux. « Ceci est une copie, » ai-je dit calmement. « L'original est en lieu sûr. Je veux que vous arrêtiez. Annulez vos attaques. Vendez-moi vos parts de la boulangerie pour €1 symbolique et disparaissez de ma vie. En échange, ce dossier disparaît aussi. » Paul a relevé la tête, son regard plein de haine. Il a essayé de bluffer. « Tu n'oseras jamais. Tu ferais tomber tes propres sœurs avec moi. » C'est là qu'il s'est trompé. Elles ont fait leur choix le jour où elles ont ri en sortant du bureau du notaire, ai-je répondu. Vous avez 24 heures. Il a ri, d'un rire nerveux et méprisant, a jeté les papiers sur la table et est parti, entraînant mes sœurs avec lui. Ils n'ont jamais rappelé. 24 heures plus tard, Stéphane a personnellement déposé l'enveloppe originale sur le bureau du procureur financier. La suite a été rapide et brutale. Une semaine plus tard, Paul a été arrêté à son bureau. L'empire immobilier construit sur des fondations frauduleuses s'est effondré comme un château de cartes. Les villas, les appartements, tout a été saisi. Du jour au lendemain, mes sœurs n'avaient plus rien. La boue dont Paul m'avait menacé l'avait entièrement englouti. La justice, parfois, est ironique. 6 mois ont passé. Ma boulangerie, le trésor d'Henriette, est devenue un vrai succès. Léa gère maintenant 2 autres boutiques que nous avons ouvertes. Un soir, alors que je fermais, j'ai vu 2 silhouettes attendre sous la pluie. C'étaient mes sœurs. Elles avaient l'air fatiguées, vaincues. Elles ne sont pas venues pour s'excuser, mais pour demander de l'aide, de l'argent. Je les ai regardées sans colère ni pitié. Je suis rentré dans la boulangerie et je suis revenu avec un sac en papier. À l'intérieur, il y avait 2 parts du fameux gâteau au yaourt. « C'est tout ce que je peux faire pour vous », leur ai-je dit en leur tendant le sac. Elles ont pris le sac en silence et sont parties sous la pluie. En les regardant s'éloigner, j'ai compris le vrai message de mamie. La vraie richesse, ce n'est pas l'argent qu'on accumule, mais ce qu'on construit avec ses mains et son cœur. Et mon trésor à moi, personne ne pourrait jamais me l'enlever. De l'héritage partagé au secret de mamie, j'ai découvert la vraie richesse. Les miens sont en sécurité. Qu'avez-vous pensé de ma quête? Abonnez-vous pour d'autres histoires de famille explosives.